Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Retour pour une nouvelle semaine d'aventures et de rencontres donc avec nos différents invités qui vont venir se raconter leurs passions, raconter leurs actualités au micro d'Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa. Ce sont des Africains, ils vivent ici ou ailleurs, ils viennent nous raconter leurs actualités, leurs passions, ils viennent nous parler de leurs ambitions, nous racontent leurs aventures entrepreneuriales, leurs échecs, leurs réussites, ils nous parlent de leurs actualités. Ce sera le cas dans quelques minutes. Avec un super invité. Nous accueillerons dans un instant Fidèle Gouliza, de passage à Paris. Il est écrivain, journaliste, reporter, originaire de la Côte d'Ivoire. Il va venir nous parler de son actualité à travers la sortie de son 3e roman intitulé Malo Wusu. C'est un roman polyphonique qui traite des filiations non assumées au sein de 3 familles sur 40 ans. Il va venir nous parler de son actualité puisqu'il est de retour d'Abidjan. Il était au Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, qui l'a couronné du prix Bernard Dadier de la littérature pour ce 3e roman. On en parle avec lui dans quelques minutes. Nous avons fait une escale samedi du côté du Casino de Paris où se produisait Stéphane Baldé, artiste guinéen né à l'Abbé, chanteur, auteur et compositeur. Il revendique l'afro-pastoral, qui est un genre musical qui mélange l'afrobeat et la musique pastorale guinéenne. Stéphane Baldé, c'est 8 ans de carrière, une carrière qui a commencé en 2017 et qui l'a emmené sur la scène du Casino de Paris où il y avait des fans qui se sont bousculés pour l'accompagner. Donc les images qui ont été capturées par Mad et Molagui seront diffusées tout à l'heure. Un petit reportage immersif dans ce concert au Casino de Paris. Un peu de musique justement avec Stéphane Baldé pour commencer et nous accueillons notre premier invité de la matinée dans les matins d'Aïssa. Les matins d'Aïssa sur Espace. Notre premier invité que nous accueillons avec beaucoup de plaisir, Fidèle Gouliza, est de passage à Paris dans le cadre de la promotion de son 3e ouvrage, 3e roman, un roman à succès déjà couronné du prix Bernard Dadier de la littérature. Le roman Malo Wusu. Alors déjà, bravo. Vous avez été récompensé, Fidèle Gouliza, au Salon international du livre d'Abidjan. Bravo pour cette distinction. Merci Aïssa. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être justement distingué dans votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire ? Justement, c'est un honneur parce que c'est écrire son nom sur une liste prestigieuse. Je rappelle que le prix Bernard Dadier, c'est le plus prestigieux prix littéraire de Côte d'Ivoire, organisé par le ministère de la Culture. Et avec, sous l'impulsion de la ministre ivoirienne actuelle de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, il y a un regain d'intérêt autour de la littérature. Et pour moi, c'était un honneur, c'était un plaisir d'inscrire mon nom dans l'histoire de la littérature ivoirienne. Alors, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, vos activités vous ont fait sillonner une grande partie du monde. Docteur en droit international, vous avez exercé le journalisme pendant plusieurs années en Côte d'Ivoire. Vous cumulez plus de 15 ans d'expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Europe et aux Émirats arabes unis. Votre casquette de journaliste reporter vous a emmené au Togo, au Bénin, en Guinée équatoriale, entre autres, pour couvrir des élections il y a plus d'une dizaine d'années. Oui, exactement. Et vous avez réalisé de nombreux documentaires et des reportages donc pour le compte de médias internationaux. Alors cette passion également pour l'écriture, c'est votre 3e roman. Oui. Vous jetez un regard sans concession sur l'hypocrisie qui entoure certaines missions de l'ONU. Alors pourquoi déjà avoir décidé d'aborder ce sujet tabou, puisqu'on comprend un peu toutes ces intrigues qui se jouent, les tabous, l'exploitation, les abus sexuels, des vies suspendues et brisées. Pourquoi parler de ce sujet ? Parce qu'il faut raconter notre histoire. Vous savez, en Europe, l'Europe a connu la Deuxième Guerre mondiale et il y a une littérature abondante. Au cinéma, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on parle de génocide, on parle d'Holocauste. Oui. Et en Afrique, il faut qu'on raconte notre propre histoire. Et il y a 20 ans, en Côte d'Ivoire, justement, il y avait ce qu'on a appelé l'opération des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, l'ONUCI, qui avait été créée justement parce qu'il y avait une situation de conflit en Côte d'Ivoire. Il y avait un nord qui était occupé par une rébellion, les forces nouvelles, et puis il y a un sud gouvernemental sous Laurent Gbagbo.
Il y a eu une période d'une dizaine d'années où il y a eu des conflits avec des intérêts partisans irréconciliables. Et moi, j'ai voulu raconter cette histoire-là par la voix, justement, d'un casque bleu tchadien qui regardait les Ivoiriens. Donc, un regard extérieur sur la crise ivoirienne, 20 ans après, pour parler des sujets tabous. Et l'un des sujets tabous, c'est justement les agressions sur les mineurs des casques bleus ou des policiers de l'ONUSU qui sont censés protéger des civils. Alors la réalité, c'est que le nombre d'allégations d'abus et d'exploitation sexuelle dans les missions de maintien de la paix et les missions politiques de l'ONU a dépassé la centaine en 2024, c'est ça. Pour la 3e fois en 10 ans. Alors c'est une véritable problématique. On a vu dans certains pays les populations se lever pour dire non justement à ces casques bleus qui viennent pour maintenir la paix, en tout cas c'est ce qu'on dit, mais ils ont été notamment vilipendés par les populations. Tout à fait. Il y a une montée des hostilités dans certains pays, ça a été le cas au Mali, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Tout à fait. Alors quel regard vous portez sur ces événements qui sont quand même d'actualité, parce que ça date en tout cas, c'est depuis les années 2000. Exactement. Alors, c'est un regard critique sur l'ensemble des opérations des Nations Unies, mais en même temps, l'ensemble des opérations extérieures de l'armée française en Afrique et dans le monde. Quand vous parlez, par exemple, des questions en Centrafrique, il y a eu une mission Sangaris, par exemple, à Bangui, où il y a eu des abus sexuels de soldats français. Là, ce n'est pas dans le cadre de l'ONU, c'est dans le cadre d'une opération extérieure française. Ouais. Mais en général, que ce soit au Soudan du Sud, que ce soit en Haïti, il y a eu des cas comme ça où on a retrouvé des bébés qui sont sans père et les familles sont démunies, les familles sont sans ressources, tout simplement parce qu'un casque bleu n'a pas respecté ce qu'on appelle le droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre. Tous les soldats sont soumis au droit international humanitaire, c'est-à-dire protéger les civils, protéger les personnes vulnérables, et ce n'est pas le cas. Donc c'est un sujet tabou. C'est vrai que sous la présidence sous le secrétariat général de Kofi Annan, il y a une tolérance zéro en ce qui concerne les cas d'abus sur mineurs, mais en général, l'impunité est consacrée dans ces actes-là. En Côte d'Ivoire, par exemple, je vais vous donner un exemple. En 2007, le contingent marocain avait été suspendu à Bouaké. À Bouaké, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et le contingent marocain avait été suspendu parce il y avait des allégations d'abus sexuels, c'est-à-dire échange nourriture contre faveur sexuelle. Et ça avait terni l'image du contingent marocain. Il y a eu 2 casques bleus béninois qui avaient été également épinglés en 2010 en Côte d'Ivoire. Et ce sont des faits qui sont documentés chaque fois et qui montrent qu'il y a une sorte d'impunité, même si dans le cadre formel, dans le cadre juridique, eh bien, il y a des balises qui sont posées, mais qui ne sont pas respectées. Alors, ce sont des soldats qui profitent de situations de vulnérabilité. Exactement. Les soldats de l'ONU sont des hommes, on est d'accord. Il y a l'humain qui parle, mais en même temps, il faut reconnaître que face à des populations vulnérables, il est indécent. Il n'est pas du tout dans l'éthique même militaire. Ce sont des doubles peines, en fait. Exactement, de commettre. Et ça, c'est la justice nationale qui doit travailler justement au-delà des aspects administratifs, des sanctions administratives, qu'il y ait des sanctions pénales qui soient suivies. Alors, ce sont des histoires de vie que vous racontez dans ce roman polyphonique, donc qui traite des filiations non assumées, on l'a compris, au sein d'une famille sur 40 ans. Oui. Le roman nous transporte de la Côte d'Ivoire au Tchad et également en Libye. Alors, l'histoire, un ancien policier tchadien de l'ONUSI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, voit ressurgir de son passé 2 enfants dont il ignorait l'existence, une fille née d'une liaison avec une mineure ivoirienne à l'époque des faits, et un fils revenu de son aventure en Libye. Alors, déjà, pourquoi un roman polyphonique ? Pourquoi c'était important pour vous que chaque personnage puisse raconter l'histoire de son propre regard ? Oui, parce que le narrateur omniscient, de façon classique, il raconte une histoire peut-être parcellaire, d'un seul point, d'un seul angle, d'un point de vue, d'un seul angle. Et ça, cela me paraît pas intéressant, puisque je m'inspire souvent de cette théorie des doigts glissants qui veut mettre en jeu tous les personnages pour qu'il y ait un puzzle que le lecteur lui-même
arrive à déchiffrer, arrive à coller. Donc, pour moi, faire parler l'enfant, faire parler la fille qui cherche son père, faire parler l'homme qui a des regrets parce qu'il n'a pas reconnu ses deux enfants, faire parler le fils qui a grandi sans son père, ça donne une mosaïque de psychologie des personnages et qui enrichit justement la narration du roman. Voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure, fait une thèse sur la situation de guerre en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Tout à fait. Vous êtes peut-être appuyé sur cela, en gros, mais la question c'est, est-ce que vous avez fait des recherches plus approfondies, en fait, pour dépeindre ces réalités complexes? Y a-t-il des expériences personnelles ou des témoignages qui ont inspiré votre récit? Alors, le récit lui-même, il est inspiré de faits. C'est pas de l'autofiction, mais il y a de la réalité. Moi, je vous donne un exemple, et là, je le dis ouvertement. Il y a un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu le dis à l'antenne? Non, j'ai passé 4 mois dans un centre d'hébergement d'urgence en France. Et c'est dans ce centre d'hébergement d'urgence que j'ai rencontré un ami tchadien qui est exilé politique. Et il m'a raconté son histoire. Il m'a parlé d'un oncle qui avait été militaire sous Hissène Habré, qui avait été pris de force, donc enrôlé de force dans l'armée d'Hissène Habré pour combattre justement l'annexion de Kadhafi. On est en 1983. Et en 1990, lorsque Hissène Habré est déchu et que, à partir du Soudan, Idriss Déby arrive au pouvoir, eh bien, il change d'habit, il devient de militaire, il passe à policier, il vit à Djamena. Et moi, j'ai dit, mais c'est une très belle histoire. C'est l'histoire de ton oncle. Moi, je vais raconter ça sous une forme de fiction en rapport avec la Côte d'Ivoire. Et la question, c'est, une semaine avant mon admission dans ce centre d'hébergement à Besançon, il y a un ami libyen qui m'a hébergé pendant une semaine. Et cet ami libyen, il vient de la ville de Séba. Et dans le roman, on parle de la ville de Séba. Donc, je suis allé pendant une dizaine de jours au Tchad en 2014, mais ça ne pouvait pas me permettre d'avoir toute la sociologie du Tchad. Donc, l'ami m'a aidé dans cette description. Et l'ami libyen, à travers la ville de Séba, d'où il est natif, m'a aidé également à travailler ma fiction. Et donc, on peut dire que c'est pas de l'autofiction, mais je m'inspire de la réalité, effectivement, à partir de ces témoignages-là, et j'ai pu construire une grande fiction entre la Côte d'Ivoire, le Tchad et la Libye sur 40 ans, c'est-à-dire de 1983 à 2024. Alors, le roman est décrit comme dense, lucide et profondément humain. Alors, comment parvenez-vous à équilibrer la critique sociale avec la dimension humaine des personnages et cette situation qui est quand même assez lourde, en fait? Il faut rentrer dans la peau d'un enfant de 10 ans, par exemple. Dans le roman, on a, par exemple, le personnage de Bouba qui lui aussi lui non plus ne connaît pas son père, mais qui décrit sa vie. Donc, il faut entrer dans le personnage, et c'est là le plus difficile. La psychologie du personnage. La psychologie d'une femme de 40 ans qui a été presque violée par un casque bleu. Comment on intègre cette psychologie-là? C'est tout le charme de la narration. La psychologie d'un enfant qui n'a pas grandi avec son père, qui a 40 ans aujourd'hui, et qui doit rencontrer un père qu'il n'a pas connu et qui est à sa recherche. Donc cette psychologie-là, il faut aller la chercher à travers la lecture, mais à travers aussi le questionnement de notre expérience propre. Et moi, mon expérience propre de journaliste-reporter, en rencontrant des femmes au marché, en rencontrant des personnes vulnérables, en tant que également sécuriste de la Croix-Rouge, cela m'a permis de travailler ma fiction sur 3 à 4 ans pour produire ce que j'ai pu sortir. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui font écho à votre histoire personnelle? Bien sûr, on dit qu'il y a toujours de la réalité dans une fiction. C'est la vie en France, c'est la vie d'exilé loin de sa famille. Ça, il faut l'avoir vécu. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être seul au monde face à toutes sortes de difficultés, et on n'a que la résilience, on n'a que ces souvenirs. Quand on est seul dans sa chambre d'étudiant, dans sa chambre, dans un hébergement d'urgence, on se dit, mais je suis seul au monde, mais on a nos souvenirs du pays, nos souvenirs d'enfance qui nous ramènent à ce que nous ne sommes pas seuls au monde finalement. En tant qu'ancien journaliste, comment votre expérience dans les médias a-t-elle influencé également votre écriture et votre approche de ces sujets de société? Il faut dire déjà que
j'ai une approche un peu, on va dire, un peu rebelle de la question, parce que j'estime que les médias africains en général sont ghettoisés, que ce soit en Afrique ou même dans la diaspora. Et moi, mon regard a été peut-être un regard souvent de frustration de voir qu'il y a tellement de talents au niveau de l'Afrique, que ces talents ne sont pas exploités à bon escient, que ce soit dans nos pays, c'est-à-dire que les médias ne sont pas soutenus, les médias sont souvent l'objet de répression, d'oppression, et ça me frustre en tant que journaliste, et c'est ça qui m'a permis justement dans mon écriture de souvent dénoncer tout ce qui est abus de pouvoir sur la presse, parce que quoi qu'on le dise, la presse reste le quatrième pouvoir, et il est important qu'on donne justement que cette presse arrache ce quatrième pouvoir-là des mains de tous ceux qui veulent l'oppresser ou l'opprimer. Et d'ailleurs, vous avez couvert en tant que journaliste reporter des moments forts de certaines sociétés. Les élections, c'est un moment où on peut tâter du doigt un peu les différents maux de la société, notamment les élections au Togo, au Bénin, en Guinée équatoriale. Qu'est-ce que justement ces expériences vous ont apporté dans votre qu'est-ce que ça vous apporte dans votre plume? Alors, c'est important parce que en février 2010, moi j'étais au Togo, pour ma première élection, pour la couverture de la première élection, et moi, le Togo, c'est quand même très sensible. Et même là, avec les événements qui se déroulent actuellement au Togo, c'est très sensible. On était en face d'un pouvoir qui se renouvelait, donc le deuxième mandat de Faure Gnassingbé. Et moi, j'arrivais dans un pays un peu crispé, avec une opposition qui en avait marre de voir une seule intelligence familiale régenter la vie politique pendant 40 ans ou 50 ans. Donc, moi, j'arrivais dans un pays avec beaucoup de tensions, et je me souviens que au Togo, à la proclamation des résultats, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était Pascal Bodiona. J'étais coincé entre Togo 2000 et puis le quartier populaire de Bay, qui est le bastion de l'opposition togolaise. Et moi, j'ai passé toute une nuit chez une amie congolaise qui est aujourd'hui en Italie, qui est ressortissante italienne. Ouais. Et moi, j'ai compris que finalement, il y avait de l'insécurité quand même au niveau du journalisme africain. Là où mes confrères français étaient très bien logés, moi, j'étais vraiment dans une sorte de précarité, et ça m'a beaucoup marqué. Deuxième expérience, c'est celle de l'expérience du Bénin. Le Bénin est présenté comme le laboratoire de la démocratie. Donc, en général, au Bénin, quand il y a élection, il y a beaucoup de... C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse qu'on va à une élection. Mais en 2011... c'était un peu compliqué parce que Yahi Boni était en train de rempiler, et face à l'union fait la nation de Adrien Gbedji et de Bruno Amoussou, il y a eu beaucoup de tensions, et moi j'ai vécu ça étant à LCE Télévision en tant que reporter. Et puis il y a eu 2016 l'élection avec en Guinée équatoriale. Alors c'était comme une lettre à la poste, hein. C'était avec Obiang Nguema. Alors il y a des démocraties comme ça qui sont des démocraties on va dire électoral. Moi, je ne veux pas critiquer aujourd'hui la Guinée équatoriale, parce que il y a un travail idéologique qui est fait, mais en même temps, les libertés, au niveau des libertés publiques, c'est un peu sensible. Ouais. Mais on ne peut pas dire que la Guinée équatoriale, par exemple, est une dictature sous l'œil avec un regard occidental. Moi, j'estime que, avec mon expérience en Guinée équatoriale, j'ai pu voir de très belles choses réalisées par le président Obiang Nguema, et moi, j'ai un regard différent par rapport à un journaliste français qui viendrait dire, par exemple, que qu'il y a une dictature familiale au niveau de la Guinée équatoriale. Donc, c'est un ensemble d'expériences qui permettent d'avoir un regard différent, avec un angle différent sur toute la dynamique électorale ou démocratique en Afrique. Alors justement, en tant qu'Ivoirien, vu que les élections sont en préparation, ça approche, au mois d'octobre prochain. Ah oui, est-ce que vous ressentez, en tant qu'Ivoirien, peut-être aussi en tant que journaliste reporter, certaines tensions qui commencent à rejaillir? Est-ce que ça réveille des souvenirs douloureux du passé? Beaucoup de souvenirs douloureux du passé. Parce que moi, par exemple, en 2010, j'étais au Bénin. J'ai pas vécu de l'intérieur la crise. Mais je me souviens encore de cet appel de ma mère, qui est à San Pedro, qui m'a appelé pendant 1 heure. Elle m'a dit... il y a des tirs dans la ville. Et à l'époque, c'était les forces nouvelles qui devaient prendre la ville de San Pedro. Nous sommes en 2010.
Et ces moments-là, tous les Ivoiriens ont vécu ça. C'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de médicaments parce que l'Union européenne a mis un embargo là-dessus. Des enfants qui sont obligés de marcher. Les Ivoiriens n'ont plus envie de vivre ça. Vous savez, j'étais au Bénin et les Béninois étaient très fiers des Ivoiriens. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un débat télévisé historique entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Ce débat-là a émerveillé tout le monde. On a vu pour la première fois, dans une démocratie subsaharienne, 2 candidats à une élection présidentielle se parler sur 2 heures sur des débats d'idées. Et ça, la Côte d'Ivoire a joué un rôle extraordinaire, tout simplement parce que l'élection était ouverte à tous les candidats. C'est ça la grande question. Ce n'est pas une question de juridisme. Moi, c'est le journaliste reporter qui parle, ce n'est pas le juriste qui parle. J'estime que le droit doit être au service de la cohésion sociale. Et en 2005, le président Laurent Gbagbo a posé un acte fort avec l'article 48 permettant à l'opposant Alassane Ouattara d'être candidat. Et je pense qu'aujourd'hui, sans inclusivité, il ne peut pas avoir de paix. On me dira, mais il y a des lois. Mais j'estime que le juridisme forcené ne contribue pas à la paix. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les grands ténors de la politique, que ce soit Tidiane Thiam, que ce soit Guillaume Soro, j'ai pas peur de dire son nom, voilà, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé ou Laurent Gbagbo sont exclus d'une compétition électorale. Alors je dis, quelle compétition électorale on est en train de préparer, même s'il faut reconnaître que le bilan du président Alassane Ouattara est un bilan flatteur. Sur le plan infrastructurel, sur le plan macroéconomique, il y a des avancées indéniables que le président a fait au bout de 15 ans, mais sans compétition électorale, que vaut vraiment la démocratie ivoirienne ? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et quel regard vous portez sur le comportement des populations ? Est-ce que tout va bien ? Les gens ont peur. Les gens ont peur. Les gens parlent de provisions, mais je pense que le président rassure également sur le fait qu'il aura des élections et il aura la sécurité. C'est le rôle de l'État de Côte d'Ivoire d'apporter la sécurité aux citoyens. Parce qu'on ne va pas à une élection pour mourir. C'est ça la question. On va à une élection juste pour mettre un vote dans une urne, un bulletin dans une urne. Le Sénégal nous a montré un bel exemple. Le Bénin nous montre, le Cap-Vert nous montre un exemple. Je pense que tout le monde attend la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas le droit de sombrer en octobre 2025. Et nous croisons les doigts. Je suis convaincu qu'il y a la sagesse au cœur de tous ces acteurs ivoiriens. Simone Gbagbo, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. Je pense qu'il y a une génération qui est en train de passer la main. Oui. Et je pense qu'il faut le faire en douceur pour que, pour la première fois dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, eh bien, un président sortant puisse tendre la main à celui qui vient. On croise les doigts. On croise les doigts, voilà. Pour en revenir à votre actualité, Malo Oussou. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Malo Oussou ? Alors, Malo Oussou, c'est pas si au Sénégal ça existe, mais Malo Oussou, c'est une qualité de riz qu'on obtient à partir du fumage du riz. Donc, un riz étuvé qui, lorsqu'il est préparé, il a de gros grains. D'accord. Et on le mange avec souvent la sauce onctueuse. Si le DG Lamine Guirassy est là, il saura que en Guinée forestière ou en Basse-Guinée, on le mange avec la sauce feuille. Ouais. Voilà. Et donc, ce riz-là, on le consomme en général dans les ménages modestes en Côte d'Ivoire. Yopougon, Abobo. Et moi, j'ai vécu dans une famille modeste parce que mon père était instituteur. D'accord. Donc, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, le Malo Oussou, pour l'enfant d'instituteur que je suis, je connais. Avec la sauce arachide ou la sauce graine, on le mange. Donc, pour moi, c'est d'abord un hommage aux familles modestes de Côte d'Ivoire, aux familles modestes d'Afrique. Mais il y a un jeu de mots. Quand vous regardez le roman, il y a Malo et puis Malo, tiret. Ouais. Voilà. Donc, dans l'argot ivoirien, tous ceux qu'on appelle Malo, ce sont les malhonnêtes. Donc, chaque fois qu'on dit tu es un Malo, Aïssa n'est pas une Malo, non. Pas du tout. Ça m'arrive, hein. Donc voilà, un Malo, c'est un malhonnête. Donc moi, j'ai voulu faire ce jeu de mots pour dire que dans ce roman, il y a tellement de malhonnêtes qui enfreignent des lois. Voilà, comme le casque bleu de l'ONU qui met enceinte une mineure ivoirienne.
Alors justement, comment ce troisième roman s'inscrit dans votre parcours littéraire par rapport à Chapalo Tango, dont on avait eu l'occasion de parler il y a quelques années, exactement. et Bardo 18? Alors, c'est une suite logique. J'ai promis à mes lecteurs de produire 7 romans. Nous en sommes au 3e. Chapalo Tango a commencé par la liberté d'expression, la vie d'un journaliste qui est poursuivi pour complicité de terrorisme. Bardo 18, c'est voulu un hommage à la ville de Besançon et à la ville de San Pedro où je vis depuis 28 ans. Et puis Malohusu, c'est une critique acerbe contre justement les scandales de mœurs. Donc il y a une suite logique. Le fil rouge, c'est cette Afrique qui est en train de renaître. Donc les sujets tabous qu'il faut élaguer, qu'il faut évacuer. Et puis, dans la suite logique, c'est la renaissance de l'Afrique. C'est une Afrique qui bouge, une Afrique qui est décomplexée à travers des situations dont on ne parlait pas, mais dont il faut parler aujourd'hui. Et voilà. Alors ça, ce sont des mots. Il y a également les actes, puisque votre roman a été publié aux Nouvelles Éditions du Sahel. Tout à fait. C'est un éditeur africain. Africain. Et ça, c'est aussi une revendication éditoriale, parce que ce que je veux faire, c'est-à-dire aujourd'hui, on a toujours pensé que Paris, et c'est un fait, Paris est le cœur marchand de l'industrie du livre francophone. Il faut inverser la tendance. Moi, j'ai voulu avoir un éditeur du Niger, c'est les Nouvelles Éditions du Sahel. Donc, mon roman a été édité au Niger et aujourd'hui, nous sommes en train de céder les droits, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, un peu partout sur le continent. Je pense que c'est ce modèle-là qui est en train d'être promu. Et l'idée, c'est justement d'inverser la tendance pour ne pas que justement la culture dominante française soit avec une certaine rémanence sur l'ensemble de l'industrie littéraire subsaharienne. Alors, l'occasion également d'envoyer des messages aux nouvelles générations, ça a été le cas de la discussion hors antenne. C'est important pour vous, la transmission, le partage de savoir et être là pour les nouvelles générations, pour leur envoyer des messages forts. Oui, tout à fait. C'est important. Aujourd'hui, honnêtement, 15 ans après, je dis pas 15 ans après le journalisme, je n'ai plus envie de pratiquer le journalisme. Moi, je veux peut-être être dans la transmission. Et pour moi, l'écriture aussi est une forme de transmission, de laisser des messages, parce que mes messages sont beaucoup politiques, souvent idéologiques, et je les consigne dans les livres que j'écris. Donc, il y a une volonté de transmission. Comme nos ancêtres ont pu le transmettre, comme nos parents ont pu le transmettre, il est important, à travers les canaux aujourd'hui digitaux, à travers le livre, de transmettre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de dire à la jeunesse africaine qu'elle doit se prendre en charge. Qu'aucun système politique, qu'aucun homme politique ne nous prendra en charge nous-mêmes. Ce qui est intéressant, les jeunes Africains n'attendent pas le RSA ou quoi que ce soit, ou des aides sociales ici en France. Déjà au pays, sans aide sociale, sans sécurité sociale, c'est des jeunes qui se battent au quotidien. Qui n'attendent pas le tonton, la tantine, la grande sœur, mais qui se battent au quotidien, même s'il y a des exemples isolés qui ne font pas honneur. L'idée, c'est de dire que la jeunesse doit se battre et qu'aucun système politique, parce que tout système politique, toute idéologie a des défaillances. Donc, aucun système politique ne peut produire une richesse individuelle à qui que ce soit. C'est à nous de nous battre, c'est à nous de faire confiance à nos talents et d'avancer justement avec nos armes, pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Voilà. C'est ce que vous avez fait tout au long de votre carrière, puisque vous avez été admis au grade de docteur en droit international de l'université Félix-Houphouët-Boigny. En 2024, à Abidjan, ça a été une super année de récolte 2024-2025. Oui, il y a juste 9 mois que je suis docteur en droit international. Je suis pas tellement habitué à ce qu'on m'appelle docteur Goulizia, je sais pas, mais je préfère. Mais effectivement, docteur en droit international, et ma spécialité, c'est le droit de la guerre, c'est-à-dire le droit international humanitaire, l'ensemble des règles internationales qui régissent les situations de conflits armés, que ce soit les conflits armés internes, c'est-à-dire opposant sur le territoire d'un pays une force subversive à un gouvernement, ou des conflits armés internationaux qui impliquent au moins 2 États ou plusieurs. Voilà. Vous êtes humble, puisque vous êtes également alumnus, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de l'Académie de droit international de La Haye, diplômé en relations internationales et actions humanitaires de l'Université de Bourgogne en France.
Ça avait quand même Bon, pour moi, j'ai toujours dit, Aïssa, c'est pas le diplôme qui fait l'homme. Moi, je pense que il y a du potentiel en nous avant les diplômes. Les diplômes, c'est vraiment un sésame, c'est un parchemin qui atteste d'un certain niveau de connaissance, mais ça ne vaut pas compétence absolue. Donc pour moi, c'est vrai, je suis passé à l'Académie internationale de droit international de l'AE, c'est la Mecque de tous les juristes internationaux qui veulent faire du droit international. En relation internationale, on me demande souvent qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, parce que tu as été journaliste, tu es écrivain. T'as envie d'être quoi? J'ai dit. Mais oui, ouais, la diplomatie m'intéresse, mais la diplomatie, c'est l'humain en fait qui vous intéresse. Exactement, c'est l'humain, c'est le contact humain. Chaque fois que j'ai été au contact d'une vendeuse de poissons à Lomé ou à Cotonou, j'ai été très content. Chaque fois que j'ai été au contact d'un ambassadeur, d'un président de la République, d'un premier ministre ou d'un officiel, j'ai toujours été content. Mais mon plus grand bonheur, c'est de parler avec les anonymes. Et pour moi, c'est la plus grande reconnaissance au-delà des diplômes, au-delà d'être surdiplômé ou quoi, voilà. Alors pourquoi vous ne faites pas des films ou des documentaires? Je pense que c'est possible. Là, on travaille à ce que on ait une synergie au niveau d'une agence, par exemple, qu'on pourrait monter, parce que quand je vois 15 ans en arrière, tout ce qu'on a pu filmer comme documentaire à travers l'Afrique, je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut juste trouver les hommes sont là, il faut trouver le matériel, il faut trouver également des fonds et puis s'engager pour raconter une histoire, raconter l'histoire de l'Afrique qui bouge. Alors quelles sont les projections à court ou plus long terme après le succès de Malo Woussou? Est-ce que vous travaillez sur un nouveau roman ou d'autres projets? Oui, j'ai promis 7 romans à tous mes lecteurs, donc on travaille sur le 4e roman. Le 4e roman, c'est à l'automne prochain, mi-septembre, ce sera la suite de Bardo 18. Et après, je ne sais pas où je vais. Ce que je sais, c'est que j'aime l'humain et j'espère que le vent m'emportera là où l'humain, justement, prospère. C'est une belle conclusion. Merci. Merci en tout cas d'avoir fait le détour. C'est toujours merci, un plaisir Aïssa. de vous recevoir. On n'a pas vu le temps passer. Oui. Merci beaucoup. Comment vous voulez conclure? En musique guinéenne, surtout, et dit merci à la Guinée, merci à Lamine Guirassi qui fait un travail extraordinaire. C'est un aîné qu'on suit depuis longtemps et qui fait un travail extraordinaire et qui est un exemple palpable de résilience. Merci, grand frère. Merci beaucoup d'être venu. On vous salue et on vous félicite encore pour ce Grand Prix national 2025, prix Bernard Dadier, que vous avez remporté aussi là en Côte d'Ivoire. Voici le livre donc à vous procurer sur toutes les plateformes. Sur Amazon, je suppose qu'on le trouve. On est en train de travailler à cela, à ce qu'il soit disponible un peu partout. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci. Ça a été un vrai plaisir. Avant d'aller en Guinée, on va faire une petite escale au Sénégal avec Carlou D et Doudat sur Espace TV. Les matins d'Aïssa sur Espace. Le sujet va être dense et passionnant avec Cheikh Bamba, qui est multi-entrepreneur. Il est à la tête de plusieurs entreprises telles que SCB, System Africa, SCB Engineering, Cora Édition, Apollo Africa. Il est derrière de nombreuses initiatives qu'on ne pourra pas citer entièrement. Entrepreneur, innovateur, leader, technologiste dans les domaines de la life science pharma, technologie et gestion, qualité, intégrité des données, gouvernance des données, blockchain, web 3.0, intelligence artificielle, engineering. On va dire que c'est un geek, une grosse tête. Comment on pourrait vous qualifier? Cheikh Bamba, vous allez bien? Ça va très bien. Bonjour Aïssa et bonjour aux auditeurs. Je suis très très heureuse de vous accueillir pour parler de vos actualités. J'étais fière de vous en les découvrant. Alors votre parcours académique exceptionnel est aussi assez incroyable. On y reviendra tout à l'heure. Vous êtes venu nous parler de votre actualité à travers des applications, des solutions pour les populations africaines et des diasporas à travers Express 54. C'est une plateforme qui offre des services consulaires pour les 54 pays d'Afrique, qui permet aux utilisateurs d'accéder directement aux services des ambassades et consulats africains pour des demandes comme service de visa, service de passeport, carte consulaire, documents d'état civil. Et une autre bonne, géniale idée pour simplifier le paiement des bourses étudiants, donc en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire. Oui. Ça s'appelle Bourse Pay. Oui.
bravo pour ces belles réalisations. Merci. Alors, pour que tout le monde puisse comprendre, on va commencer par Express 54. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en raconter la genèse? Quelles ont été les problématiques que vous avez cherché à résoudre en lançant cette solution? Yeah. Donc, avec Express 54, on dira, en tant que membre de la diaspora africaine aux États-Unis, je me suis rendu compte que lorsque je me rendais dans les ambassades africaines pour une demande de visa ou même l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis pour une carte consulaire ou un renouvellement de passeport, il était pratiquement impossible d'avoir accès à l'ambassade. C'est-à-dire, le numéro ne passait pas, le site internet n'était pas disponible. Les horaires d'ouverture. Les horaires d'ouverture étaient incroyables. Ou lorsqu'on arrivait, il fallait attendre des heures et tout ça. Et je me suis dit, nous sommes à l'ère numérique. Étant à l'ère numérique et moi étant, je dirais, un expert dans la digitalisation 360, donc je me suis dit, mais il fallait en fait trouver une nouvelle solution pour améliorer mon quotidien et le quotidien de la diaspora. Et c'est dans cette logique que j'ai créé Express 54, qui part en fait de la situation d'un seul pays aux 54 pays africains. Donc, je me suis dit, bon, je crée pour les 54 pays africains parce que je pense Afrique que Côte d'Ivoire uniquement. Donc, voilà comment j'ai mis en place Express 54 qui permet à l'usager d'avoir accès aux ambassades directement en se connectant juste sur le site Internet et toutes les démarches consulaires, en fait. Oui. Oui, non, mais on va expliquer ça dans un instant, mais en fait, c'est une solution digitale qui a été donc qui existe déjà, qui existe déjà en utilisation. Nous avons dépassé la barre de 8000 utilisateurs, donc et ça continue. Alors, vous avez commencé par la Côte d'Ivoire, il y a aussi la Guinée, oui. Et très bientôt le Burkina Faso, c'est en discussion. En discussion le Burkina, en discussion avec le Gabon. Et en discussion avec la Centrafrique aussi. Et nous sommes en train de tout faire pour nous étendre en fait aux 54 pays africains. Alors, quels sont les services clés offerts par Express 54 pour mieux comprendre et comment facilite-t-elle cette solution la vie des utilisateurs? D'accord. Avec Express 54, nous avons le service visa, le service passeport, le service de la carte consulaire, le service documents civils, et le service tout autre document consulaire. Et en fait, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que l'usager doit pratiquement perdre 10 heures pour avoir un document consulaire dans les ambassades et les services consulaires africains dans le monde. 10 heures, c'est une journée de travail. 10 heures de travail, c'est-à-dire une journée pratiquement. Et donc, avec Express, à distance, tout se fait. On soumet les documents requis et l'ambassade reçoit immédiatement tous les documents. Et avec cela, l'ambassade confirme si vos documents sont à jour pour la production du document demandé. Et ce qui se passe, la partie en fait que nous améliorons, c'est que l'usager n'a plus besoin de se déplacer pour le retrait. Nous permettons à l'usager d'avoir comment dire ça, shipping, c'est-à-dire un envoi par courrier de son document dans un canal sécurisé. Et pour ceux qui veulent se déplacer à l'ambassade, lorsqu'ils ont la validation de leur rendez-vous, il se trouve qu'ils peuvent confirmer une date et ils vont juste à l'ambassade récupérer le document en 5 minutes. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Avant, on perdait des heures et je suis même passé une fois ici à Paris et c'était pratiquement 4 heures du temps d'attente pour récupérer, même pas pour récupérer un document, pour demander si c'était possible de soumettre une demande. Alors, je suppose que les téléspectateurs qui nous regardent là aujourd'hui, qui connaissent un petit peu tous ces délais d'attente, tout ce parcours du combattant pour obtenir un document administratif dans ces administrations, c'est compliqué. Vous ne rêvez pas, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous pouvez aller sur Internet pour télécharger l'application, on vous donnera toutes les informations tout à l'heure. Yeah. Alors, en parlant sécurité, je pense que c'est primordial. Comment vous assurez la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs sur la plateforme? Et vous parlez d'un système de livraison sécurisé. Oui. Comment la sécurité est-elle assurée à 100%? OK. Donc, de par ma formation, je suis expert en data integrity, qui est l'intégrité des données. C'est-à-dire qu'il faut que je garantisse à tout moment, à tout point,
que les données sont sécurisées. Déjà, l'accès à Express 54, c'est un accès sécurisé parce qu'il n'y a qu'un seul utilisateur qui peut avoir accès à son portail. Et les ambassades ont des accès qui sont à 3 layers de sécurité, donc 3 niveaux de sécurité. D'accord. Donc, on applique le GDPR, on applique le HIPAA. En France, je dis, on appelle ça GDPR, c'est la loi en fait d'intégrité des données. On applique 21 CFR Part 11, ça c'est l'un des meilleurs data integrity, je dirais standard. Donc, désolé si je continue d'employer certains mots en anglais. Non, mais il n'y a pas de souci, on vous comprend très bien. Oh, voilà. Et donc, il y a le HIPAA aussi. Le HIPAA, donc, nous appliquons 3 à 4 différents standards de sécurité des données. Et en amont de tout cela, nous assurons que nous respectons avec Alqua+. Alqua+, c'est même on dira en fait un processus de sécurité qui est appliqué dans les compagnies pharmaceutiques. D'accord. Donc, nous appliquons ça dans Express 54 pour garantir, en fait, au niveau maximum de sécurité. Yeah. Alors, quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés lors du développement et du lancement d'Express 54 ? Comment les avez-vous surmontés ? Parce que quand vous parlez, on a l'impression que vous avez claqué des doigts comme un magicien pour sortir l'application du chapeau. Mais je suppose que ça prend du temps à mettre en place. Bon, je dirais, mettre en place, c'était pas aussi compliqué parce que l'expertise y était déjà. Ouais. Donc, mais le lancement, l'implantation, le développement, là, je dirais, c'est le parcours du combattant et qui continue parce que on se rend compte qu'on peut avoir la meilleure solution. C'est une innovation en elle-même. Ouais. Et je peux vous garantir, les États-Unis ont commencé à demander la livraison de leurs documents à distance après Express 54. Après, c'était pas systématique. Non, c'était pas systématique. Ils ont juste créé une plateforme il y a à peine 1 an et demi. Mais Express 54, parce qu'Express est utilisé aux États-Unis depuis plus de 3 ans maintenant, et c'était le courrier qui a été fait au département d'État américain pour leur dire, dans les ambassades de Washington DC, de Côte d'Ivoire, Washington DC, en Guinée, si vous avez besoin de certains documents, nous permettons le retrait à distance, c'est-à-dire la livraison, à travers un partenariat avec FedEx. Et après, je me rends compte que même les États-Unis ont suivi. Donc, pour vous dire, l'innovation est vraiment avant-gardiste, mais on se rend compte au défi de l'entrepreneur ou on dirait au défi de l'Africain qui essaie de sauver le monde ou améliorer. On n'est pas beaucoup apprécié souvent. Et on voit comme des utopistes, voilà. des génies un peu fous. Merci. Ouais. Et donc avec ça, on a le problème souvent des personnes parce que certains, je dirais, leaders ne veulent pas le changement, n'apprécient pas que le changement vienne d'un Africain. Et donc, je dirais, en fait, c'est une réalité. C'est une réalité et que chaque jour, je dirais, ma stratégie, c'est d'avoir le meilleur produit. Donc, chaque jour, j'ameilleure le produit. Chaque jour, je m'assure. Et votre CV aussi, je suppose, Oui, mais le CV effraie plus que... Quand ils voient le CV, ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais? T'as quel âge? Voilà, et je leur dis, mais attendez, j'ai mes qualités, oui. J'ai été déjà respecté par le monde dans le domaine de life science et tout. Après avoir pratiquement fait la digitalisation de AstraZeneca, je pense pas qu'un pays africain ne puisse pas bénéficier du savoir que j'ai. Donc, je continue. On a des leaders éclairés qui poussent aussi. Je peux vous dire que j'ai fait pratiquement le tour du monde dans plus de 37 ambassades africaines. Et je ne suis pas sorti d'une ambassade sans que l'ambassadeur et le service consulaire étaient émerveillés par la solution. Mais ça va leur faciliter la vie. Oh oui, ils sont tous amoureux. Ils sont tous amoureux. Et le seul hic là-bas, c'est que l'Africain est amoureux. Mais de l'action, de pas le vœu à l'action, il y a un sérieux décalage parce qu'il y a des lenteurs administratives et tout ça. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie et les choses avancent bien et clairement. Et
Je peux même dire, Dieu merci, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en entièreté utilisera Express 54 dans toutes ses ambassades. Ouais. Et la Guinée aussi suivra ce pas, donc c'est très bien. Ce qui permet de minimiser les coûts également, c'est important de le dire, Oui. puisque obtenir un visa ou même des documents d'état civil, ça a un coût. Ça a un coût. Et je peux vous dire, après une analyse, en France, ça coûtait en moyenne 287 € pour quelqu'un qui était à Paris, qui demandait à une ambassade qui était à Paris. 287 € Pour un visa? Pour un visa. Le temps d'avoir un rendez-vous, le temps, parce que nous avons mis en facteur aussi le temps perdu. Ça coûtait 247. Et avec Express 54, vous êtes à moins de 80 €. De 287 à moins de 80 €, je pense que le choix est déjà fait. Absolument. Et en plus, nous améliorons aussi, nous permettons aux ambassades d'être carbone neutral. C'est-à-dire, c'est une solution qui pense aussi aux défis climatiques. Oui. Donc, nous permettons à travers cela de réduire aussi l'impact climatique des usagers. Donc, ça permettra aux ambassades d'être carbone neutral parce que carbone neutral, c'est le taux d'émission en carbone contre le taux d'émission sauvegardé. Lorsque vous équilibrez, que vous devenez à zéro, avec Express, c'est possible. Nous mettons ça en place. Donc, vraiment, le défi environnemental, le défi financier, tout y est. Et je pense que d'ici quelques mois, au fur et à mesure de l'utilisation, vous allez quand même réussir à convaincre tous les pays du continent de rejoindre donc le train express 54 qui améliore les services consulaires de 96%, le désengorgement des services consulaires et des missions diplomatiques à travers donc aussi la livraison sécurisée, on en parlait tout à l'heure. Oui. Alors rapidement, on va parler également de cette solution pour simplifier le paiement des bourses étudiantes. Ça a toujours été des problématiques dans nos pays. C'est le versement de bourses, on en entend régulièrement parler. Alors parlez-nous un petit peu de ce qui vous a poussé à... Est-ce que vous avez galéré pendant vos années estudiantiles pour recevoir vos bourses? Ça vient de là peut-être aussi? Oh oui, je peux vous le dire. Hein. Il fallait envoyer des emails et lorsque l'email, il fallait attendre la confirmation qu'on avait reçu l'email. Tous les documents se faisaient par email. Si vous avez un fichier qui était trop lourd, et l'email n'a jamais reçu. Et vous attendez pendant des semaines en vous disant « Oh, j'ai envoyé l'email, tout est OK. » Mais non, zéro, rien ne se passait. Et étant donné que j'ai été étudiant, j'ai été boursier, je me suis rendu compte en parlant à, vraiment, je dirais encore merci à l'ambassadeur, son Excellence Bandama, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui est vraiment ouvert vers la technologie et l'innovation et qui encourage les génies ou les esprits africains à produire. Et c'est au pas de notre conversation. Et il m'a tranquillement dit, vous savez que les étudiants comme vous ont beaucoup de problèmes ici. Nous ne savons pas comment résoudre ça. Et Aïssa, je vous dis, j'ai créé la solution pendant mon vol de Paris à Milan. C'est juste à côté, Paris-Milan, c'est oui, 2 heures. Moi, vraiment, moins de 2 heures même. J'ai créé la solution. Lorsqu'il m'en a parlé, vu que j'ai été étudiant, et je savais quels étaient les problèmes que l'étudiant rencontrait, je partais à l'aéroport. Après notre rencontre, je suis allé à l'aéroport et lorsque j'étais dans l'avion, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé à travailler, j'ai fini l'application quand nous avons atterri. Et après, vous lui avez envoyé le mail? Après, je lui ai envoyé le mail, j'ai dit c'est bon, je suis revenu à Paris. Il a vu, il était stupéfait. Il dit mais comment? Nous avons parlé, ça fait même pas 3 jours, vous avez déjà fait. Il dit non, c'est par passion et c'est un problème qui m'a touché et que je veux résoudre. Et que j'ai vécu. Voilà, et que j'ai vécu et que je suis prêt à résoudre. Et c'est comme ça que Boospay a été lancé. Aujourd'hui, les étudiants n'ont plus de tracasseries à se faire. Les parents même n'ont plus de tracasseries parce que lorsque un étudiant dit « j'ai pas reçu l'argent », il y a la possibilité, il y a la traçabilité, à savoir est-ce qu'il a reçu l'argent, est-ce que l'argent est en route et tout. Parce qu'avant, ça se faisait par des appels. Il fallait appeler plusieurs personnes, déposer pour arriver au résultat. Avoir l'information. N'importe quelle personne aujourd'hui peut se connecter et avoir l'information.
Donc, vraiment, c'est un changement. Ce qui permet en fait aux étudiants de pouvoir étudier tranquillement sans avoir toutes ces tracasseries de j'ai pas reçu l'argent, comment je fais pour payer mon loyer, j'ai faim, comment je fais pour manger. Oui. C'était vraiment une véritable problématique. Oh oui, c'était une véritable problématique. Et je suis très heureux parce que je suis passé par là. J'ai rencontré ces trucs. Il fallait appeler les parents pour dire mais je n'ai pas encore reçu. Là, avec la solution, on a déjà eu une session de formation avec eux. C'était tous heureux. Ils disent mais tout est bon. Et en plus, on va plus loin. Parce que l'étudiant africain aujourd'hui, lorsqu'il est diplômé, souvent, son insertion était un peu compliquée. Ouais. Et là, sur la plateforme, nous avons la possibilité de poster des opportunités et aussi de recruter à travers le CV de ces étudiants. C'est génial. Complet. Ça va au-delà de la bourse. Oh oui. Et je vois que ça vous tenait à cœur, vraiment. Oh oui, ça me tient vraiment à cœur. Vraiment à cœur. Parce que je leur ai même dit, aujourd'hui, quand nous finissons, nous avons des talents, nous avons des trucs, nous cherchons à nous fédérer. On n'arrive pas à retrouver, en fait, les étudiants brillants africains de par le monde pour qu'on puisse les fédérer et améliorer l'Afrique en entièreté. Ça se trouve pas. Moi, j'étais aux États-Unis, je faisais, c'est quelques fois que je passais en France que je pouvais vous voir et tout, mais je faisais mon bout de chemin seul. Je partais dans toutes sortes de réunions avec les CEO, des VP, leur dire comment les choses devaient se faire, mais j'étais seul dans mon coin. Et là, l'option à travers BoostPay d'avoir une collaboration complète, de dire qu'on peut les identifier à la source. Mais je suis le premier heureux parce que je l'ai même promis que je suis le premier à vouloir les embaucher, leur donner du stage. Et du coup, je pense que pendant aussi toutes ces expériences que vivent ces étudiants, avant qu'il y ait ce genre de solution, ça peut-être les encourager à se dire moi, je retournerai jamais après mes études dans ce pays parce que c'est trop compliqué, j'ai galéré pour avoir mes bourses, c'est compliqué pour trouver du travail. Là, ça les encourage à se dire bon, je vais peut-être rentrer au pays aussi pour participer à l'émergence de l'Afrique, on dira, du pays. Et là, je peux confirmer, nous étions avec un conseiller technique du ministère qui disait « Oh, je sais, vous êtes tous là, vous ne voulez plus rentrer parce que vous avez connu beaucoup de galères. » Mais on a dit « Si nous vous accompagnons correctement, tout le monde veut pouvoir participer. » Parce qu'en plus de connaître, en plus d'avoir un savoir qui est reconnu, il y a cette fibre patriotique qui permet, lorsqu'on réalise des choses, on est tellement fier. Je suis fier aujourd'hui que j'ai Express 54. Le fait que j'ai créé BoostPay aussi, ça me rend très fier de savoir que je résous un problème qui nous touche tous. Et ça sera super. Alors, BoostPay, avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, donc, qui a été validé et je pense qu'il vous a aidé aussi à le mettre en place, son Excellence Monsieur Maurice Bandaman, qui a validé la solution. Vous avez raconté l'histoire qui se cachait derrière. Ça y est, c'est déjà actif? C'est actif. Il est en utilisation depuis le mois d'avril. D'accord. Et donc, les étudiants sont à fond, ils appliquent, ils demandent toutes les choses, tout ce qu'ils ont, parce qu'il y avait la partie de bourse officielle et secours financier et tout. Donc, en ce moment, ils sont très familiers avec la plateforme et nous continuons à pousser parce que c'est la seule plateforme qui sera utilisée à la rentrée pour tout ce qui est paiement de bourse et tout. Et en fait, et est-ce que comme Express 54, ça va s'étendre à d'autres pays ou c'est une exclusivité de la Côte d'Ivoire? Ils vous ont demandé l'exclusivité? L'objectif que moi j'ai, c'est de vraiment développer pour toute l'Afrique. Donc, je suis ouvert à étendre ça à plusieurs pays ou à même en fait représenter en fait un truc similaire. Quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes entrepreneurs africains qui souhaitent se lancer dans le domaine de la technologie? Je dirais, il faut déjà être passionné et oser. La résilience, c'est, je dirais, l'âme ultime. L'âme ultime, en fait, de l'entrepreneur. Parce que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, ça ne sera jamais facile. Mais toute chose qui est vraiment difficile, le résultat est encore plus grandiose. Donc, il faut penser
la collaboration. Oui. La collaboration, c'est très, 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 très important. Et comme je l'avais dit, la passion. Parce que par passion, on ne sent pas l'effort. Lorsque nous sommes passionnés, on fait des merveilles sans s'y attendre, en fait. Donc, la collaboration et identifier, surtout faire l'analyse SWOT personnelle et l'analyse SWOT du produit. Parce qu'il faut pouvoir identifier les faiblesses que nous avons et trouver des moyens pour les combler. Avec ça, on peut y arriver. Et il faut toujours croire. En ce moment, c'est l'ère, en fait, je dirais, c'est l'ère du génie africain. Alors justement, l'intelligence artificielle, comment l'Afrique devrait s'emparer de cette technologie qui deviendra dans quelques temps indispensable et dont tout le monde parle. Est-ce que vous y croyez et comment nous, on doit s'approprier cette intelligence artificielle sans dénaturer notre africanité? Parfait. Je dirais c'est critique pour nous de s'approprier l'intelligence artificielle en ce moment en Afrique. Parce que je vous dis un truc simple. L'intelligence artificielle peut effacer la civilisation africaine si nous ne sommes pas au cœur. Ouais. C'est aussi simple que ça. Parce que l'intelligence artificielle est basée sur des données qui partent d'un modèle spécifique. Sur le modèle qui traîne le data est sur la base occidentale, toutes les réponses, tout ce qui est créé sera occidental. Et vu que nous ne pourrons pas échapper à cette transition numérique qui est l'intelligence artificielle, il va falloir que les Africains se fédèrent, décident de s'accrocher à ce train et de porter le wagon. Parce que ici, nous avons la capacité de créer une infrastructure qui permettra à l'Africain et à l'Afrique d'avoir l'intelligence artificielle adaptée à nos réalités et qui nous permettra de ne jamais perdre nos civilisations. Nous avons la civilisation la plus riche de toute l'existence. Il va falloir maintenant mettre ça au service de la Terre parce que c'est à nous d'embrasser l'intelligence artificielle et de créer l'environnement et les infrastructures nécessaires. Je le répète encore quand je dis les infrastructures nécessaires. C'est maintenant qu'il faut qu'on acquiert toutes nos données. Oui, former les jeunes. Parce que créer un AI agent ou agentic, c'est vraiment pas compliqué. Ouais. C'est pas compliqué, le processus est là. Mais ce qui nous manque, c'est nos données. Donc, comment fédérer ces données-là à travers des data lakes? Il faut que les étudiants, il faut que la jeunesse africaine s'empare en fait de cette transition que nous avons. Parce que l'intelligence artificielle, sans nous, c'est la perte de notre civilisation. Absolument. Donc, c'est critique. Et j'encourage tous les jeunes à découvrir et à savoir. Pas uniquement le mot ou la définition, je dirais, dans le dictionnaire. Il faut aller à la source. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut pour parler d'intelligence artificielle? Parce qu'il y a la hiérarchie. La hiérarchie part des données à l'information qui transforme ça en savoir. Et c'est ce savoir, lorsqu'on l'a, qu'on peut créer en fait l'intelligence artificielle qu'on considère comme wisdom ou bien on dit sagesse. Et c'est là qu'il faut se concentrer. Sur ces 4, je dirais, niveaux, il faut que l'Africain soit à tous les niveaux. Donc, c'est critique pour nous. On ne passera pas sans l'intelligence artificielle. Mais est-ce que vous êtes positif quand on sait que dans certains pays, on est encore à se poser des questions sur la question de l'éducation, on parle encore de développement au niveau de la santé, on est encore en train de se demander ce qu'on va manger. Est-ce que vous êtes positif ou... C'est vrai, je reste positif parce que ce sont des problèmes endémiques que nous avons. Nous les avons, ils ne partiront pas. Mais ce que j'ai aimé et que je remarque aujourd'hui, là, on prend simplement la pénétration des téléphones en Afrique, c'est pratiquement 97 à 99% et plus. Donc, quand nous avons tout ça, c'est que l'Africain est tourné vers la technologie. Donc, il est obligatoire pour nous d'en faire bon usage maintenant. Donc, il est très important, comme je le disais, qu'on puisse découvrir réellement qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle, qu'on ne soit pas des utilisateurs, qu'on soit des créateurs. Ça, il faut vraiment... En fait, je pense que la curiosité que j'avais dit et la résilience nous permettra.
Parce que ce n'est pas gagné en avance. C'est vrai qu'on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à couvrir, je dirais, le minimum basique, en fait, universel. Mais avec la volonté et la passion, on pourra créer des choses qui vont résoudre cela. L'Africain doit penser à résoudre nos problèmes spécifiques, nos problèmes de base à travers l'intelligence artificielle. Et ça, c'est possible. Et surtout qu'on voit quand même, en restant positif, et en même temps, c'est la réalité, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont créatifs, qui ont de l'idée, qui ont de l'intelligence. C'est le cas notamment du côté de la Côte d'Ivoire où ça bouge énormément. Ça bouge tellement. J'ai pu voir les 2 derniers mois, en moyenne, chaque semaine, vous avez des forums sur l'intelligence artificielle. Ouais. Chaque semaine. Et les jeunes sont vraiment passionnés. J'ai pu rencontrer certains jeunes qui ne pensent qu'à créer en fait des agents AI qui permettront de résoudre certains problèmes et tout. Et l'un des problèmes critiques qu'on aura, mais que nous pouvons en fait changer, c'est la consommation de l'électricité. Oui. L'intelligence artificielle a besoin de beaucoup d'électricité. Mais si nous partons de la zone de l'équateur, que nous essayons avec l'énergie solaire, on peut combler ça plus facilement en fait que beaucoup. Et donc, vu qu'il y a certains gouvernements qui sont en train de penser à l'énergie solaire, l'énergie renouvelable, je pense que lorsque ce défi énergétique sera en place, au niveau du savoir, parce que nous sommes à l'ère du savoir, les Africains peuvent rivaliser avec n'importe qui. Vous pouvez voir, moi je donne des cours à Harvard, mais c'est pas parce que je suis plus qu'un Africain, je suis un Africain, pas plus. Et donc, si j'arrive à faire cela, si j'arrive à être une bonne figure et représenter correctement l'Afrique dans tout le monde, c'est juste parce que, voilà, on a ça en nous. Il faut juste le vouloir et on le fera sortir. Alors, je pense que ça doit être une fierté d'avoir été récompensé en 2024 en Côte d'Ivoire. Vous avez reçu un prix honorifique, en tout cas pour remercier tous vos travaux dans l'innovation. Yeah. Qu'est-ce que ça procure comme satisfaction? C'était une joie. C'était une joie de savoir que la Côte d'Ivoire reconnaît déjà, en fait, ses enfants. Et je dirais, en fait, c'est recevoir cela de la Côte d'Ivoire a plus de valeur que lorsqu'on le reçoit. Parce aux États-Unis, vous en avez reçu oui. Top innovateur en 2020 à Washington University, top innovateur en 2019 toujours à George Washington University, Natural Science Foundation Fellow en 2019, meilleure performance en 2022 au IEA Ernest Young, si je prononce bien. Plein de prix de la fraternité en 2023 à Washington, meilleure performance 2023 toujours aux États-Unis, délégué World Bank et Youth Summit à la Banque mondiale aux États-Unis. Vous avez eu de nombreuses distinctions, mais la plus honorifique, vous dites, c'est celle que vous avez reçue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en fait, c'est priceless. C'est juste une fierté complète de savoir que le pays d'où vous venez vous reconnaît. Ça veut dire que vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Et vous êtes aussi formateur, ça a été le cas aux États-Unis, social entrepreneurship à Washington, George Washington University, Red Bull Amafico, c'est ça? Oui, Amafico, oui. Et d'autres, et à l'université de Ouagadougou également, en 2021. Oui. Et j'ai vraiment apprécié ces jeunes-là c'était pendant une formation en Y Center et tout, mais c'était quand je devais faire 1 heure, j'ai fait 2h30. 2h30 de formation parce que ces jeunes posaient des questions tellement concrètes, tellement en fait, je dirais que tout était amazing pour moi. Ouais. J'en revenais pas que j'avais, en fait, des questions aussi sensées, aussi profondes, en fait, qui permettaient... Il y a plusieurs qui ont pu créer certaines choses. Aujourd'hui, quand on me dit que, voilà, quand je vois, en fait, je sais que l'avenir est bright. L'avenir africain sera, comment on le dit, bright, resplendissant, en fait. Ouais. Parce que nous avons le talent, nous avons les jeunes qui sont dévoués et qui veulent y arriver.
Aussi simple que ça. C'est pour ça que vous êtes positif depuis tout Ah à l'heure, oui, parce oh qu'en oui. fait, vous l'avez constaté c'est sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous regardent, qui ont envie de se lancer dans ces études, aux jeunes qui nous regardent ou aux parents de jeunes qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans ces domaines d'innovation, du numérique, de l'IA, etc. Je dirais, il faut que les parents encouragent et il faut que les parents essaient du mieux qu'ils peuvent de mettre à disposition de ces jeunes-là l'outil qu'il faut ou trouver en fait des mentors. On n'a pas cette technique de mentorat en Afrique et c'est maintenant qu'il faut commencer. Parce qu'il n'y a qu'à travers le mentorship qu'on peut déceler les meilleurs et passer vraiment, je dirais, passer la transition de répartir à 0 à répartir de 50 ou 100. Parce que nous sommes dans un marathon. Lorsqu'on passe le relais, si ce dernier doit aller à 0 pour réapprendre tout, vous voyez comment on n'arrivera jamais. Mais quand on fait avec le mentorat, dès qu'il passe, c'est ce savoir-là qui est transmis. Et c'est ce que moi, je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, dès que j'ai quelqu'un qui m'approche, et ça, je le dis, lorsque un jeune m'approche, je lui demande toujours, fais ton analyse, cherche à savoir, est-ce que ce que tu veux être, je suis dans cette même ligne? Parce qu'il ne suffit pas de dire que je sais que tel gars, il est super brillant, il est truc. Je prends un exemple, je ne suis pas l'expert en agriculture, je peux être l'expert en technologie pour l'agriculture. Mais un jeune qui veut faire l'agriculture a besoin de celui qui est dans l'agriculture. On se rend compte aujourd'hui que certains, souvent, essaient de juste contacter parce qu'ils se disent que vous avez une notoriété et tout. Non, il faut d'abord se demander, est-ce que ce mentor, est-ce que je ne sais même plus comment je vais le dire en français. C'est un mentor, le mentor, est-ce que ce mentor, il est en phase avec ce que je veux, ce que je veux devenir. Et il n'y a que lorsque ce dernier est en phase qu'il pourra mieux vous conseiller. Si j'avais eu un mentor comme moi, j'ai arrivé aux États-Unis, je peux vous dire que peut-être j'aurais même été mieux que Elon Musk. Parce que j'ai dû apprendre tout à travers mes erreurs moi-même. Et c'est ça, le mentor te permet d'éviter des erreurs. En fait. Oui, gagner des années. Le mentor te fait gagner des années. Et c'est ça. Donc, l'encouragement que je veux, il faut qu'on ait cet esprit de mentorat et qu'on encourage en fait les jeunes à être eux-mêmes. Ne pas les mettre dans une bulle. Laisser le jeune aller découvrir, explorer. Ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui permet l'innovation. L'innovation, c'est essayer quelque chose de nouveau. Déjà. Et donc, j'encourage toujours et je suis à disposition pour ça aussi. Je suis un peu frustrée puisque le temps passe tellement vite. On a un reportage à passer, donc Express 54 à télécharger, d'ores et déjà pour faciliter vos vies en fait en ce qui concerne les services consulaires, services de visa, passeport, carte consulaire. C'est le cas déjà du côté pour les Ivoiriens, pour les Guinéens et très bientôt pour les autres pays. On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Je suis vraiment frustrée, mais bon, je vous souhaite bon vent. Je sais qu'on aura l'occasion lors de votre prochain passage. Je sais que vous êtes 48 heures à Paris, vous retournez du côté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup, Cheikh Bamba, d'être venu nous parler de votre actualité. Merci beaucoup, Aïssa, et merci à tous. Et c'est avec plaisir que je suis toujours ici. À très bientôt. À très bientôt. Salut Aïssa, j'espère que vous allez bien, chers téléspectateurs d'Espace Europe. Je suis devant le Casino de Paris. Voilà, c'est l'événement, c'est le jour J du concert de l'homme qu'on appelle Saifon Baldé. Énormément de personnes vont venir le soutenir pour ce concert, événement, toujours au Casino de Paris et sur Espace Europe. Very well, et puis c'est normal. Tu es venu pour le concert de Saifon Baldé. Qu'est-ce que tu aimes chez cet artiste et qu'est-ce que tu attends de ce concert? Après tout, avant tout, cet artiste, en fait, c'est mon artiste depuis tout petit. Et je l'écoute à chaque fois au quotidien. Et aussi, j'ai fait partie le staff qui est ici à Paris, en fait. Parce que tu es influenceur en plus. Oui. Parce que je suis influenceur, en fait. Je suis une personne qui fait des promos pour les artistes guinéens, en fait. Super. Quand ils ont un événement ici. Ici, ouais. Et moi, ils m'envoient leurs affiches et tout. Après, moi, je fais des promos et tout, en fait. Sur TikTok, sur Instagram. Sur TikTok, Instagram. Et du coup, c'est quoi ton son préféré de Saifon?
Bah, c'est pas facile à choisir en fait. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a en fait. tellement. Il y en a tellement. Non, je sais qu'aujourd'hui, on va Ouais. entendre le public, mais toi aussi, on va t'entendre. Ça c'est sûr. C'est sûr. Ça c'est sûr en fait. Vu qu'il y a en fait le potentiel qu'il a Ouais. et avec sa façon De chanter. de chanter, s'exprimer, tu vois, ouais. ça donne envie de l'écouter. Ouais. Donc c'est pas facile de choisir, de dire que moi je préfère cette chanson que l'autre, tu vois. Ouais, c'est normal, c'est Tu vois. normal. T'aimes beaucoup Mais- de musique de mais, lui. mais quand même en ce moment, je suis avec Kwakil. Ok, Tu c'est vois. le son que tu kiffes en ce moment. Exactement, Ok. Kwakil, tu vois. Kwakil, ça veut dire que c'est l'esprit, tu vois. C'est l'esprit. Ah, tu vois. Ok. Dans tout ce que tu fais, il faut utiliser L'esprit. tu vois. Ouais. Donc en ce moment, c'est ma chanson préférée. Préféré. en fait. Ok, Ouais. bah super. On est avec Prince Junior. Je sais que tu es sur TikTok. Prince Junior 11. Et on va se retrouver à l'intérieur. Y a pas pour de la souci, fête. mon gars. On est ensemble, mon frère. Président de la famille. On est ensemble. Ça fait plaisir. Yes. On est là pour le grand événement de Saifon Baldé au Casino de Paris. Qu'est-ce que tu en penses de cet événement? C'est historique un peu. Historique, vraiment historique. Saifon Baldé, c'est une icône pour moi. Ouais. C'est-à-dire, c'est le futur, c'est le passé et le futur aussi, en Ouais. quelque sorte. C'est une belle image de la jeunesse guinéenne. Totalement. Si tu penses à son départ, à son début jusqu'à aujourd'hui, Ouais. et ce qui l'attend demain, Ouais. la jeunesse guinéenne doit vraiment se prendre celui-là comme Exemple. un repère. En quelque Ouais, sorte. ouais. C'est une preuve d'abnégation, de Exactement. courage, parce qu'il s'est battu pour Beaucoup. arriver à cette scène mythique. C'est vraiment quelque chose de Casino de Paris. Hein. Les plus grands artistes sont passés par cette scène-là. Et aujourd'hui, ils méritent en vrai. Exactement. ouais. Il Ça, mérite totalement ça. Je le valide. Ok, Et tout comme fait, c'est la Guinée qui gagne. totalement. Exactement. C'est la Guinée qui gagne. Exactement. À retenir cette phrase, c'est la Guinée qui gagne. On est tous là pour Saifon Baldé, pour ce concert d'ores et déjà historique. Let's go. Ça va être incroyable parce que c'est pas n'importe qui dans cet événement, c'est le maître de cérémonie, c'est le host. Comment tu te sens là à quelques heures de l'événement si spécial pour la Guinée, parce que c'est un événement spécial pour la Guinée au final. Exactement. Je me sens à merveille. Vous savez, j'ai toujours dit, on n'a pas de piles, mais on fonctionne. La seule chose, j'attends mon public, c'est eux qui, Il faut chauffer la salle bon, aussi. qui me permettent, c'est mon excitant en fait, le public. Ouais. Quand ils sont là, je suis enjaillé, je me donne à fond, on casse les papeaux, parce que quand l'hymne national retentit et que le drapeau aussi nous fait appel, il faut que tous les fils de la République se sentent concernés et qu'on réponde à l'appel. En tout cas, moi, je suis bien. Je viens du resto là, je me suis bien restauré. Et voilà, donc mon public ce soir, peut-être vous ou moi, quelqu'un va laisser quelqu'un. Vous l'avez compris, c'est un événement incroyable. Ça sera Exactement. le feu, toujours avec, je pense, le meilleur animateur pour cet événement. Merci mon frère. Merci. Team First. Et n'oubliez pas, cher ami, le samedi prochain à l'Olympia de Paris avec Takana Zion. Takana Zion. Soyez là parce que On y sera. c'est aussi une autre On y histoire sera, ouais. du drapeau guinéen, c'est important. vrai, c'est vrai, La c'est Guinée, c'est le porte-flambeau de la culture africaine. Totalement. C'est le fruit d'un très très long combat. Ouais. On doit préserver ça avec beaucoup de jalousie. Quand les artistes quittent le pays, au-delà des frontières, On doit soutenir. Voilà, il faut soutenir. Allez, En tout cas, on sera toujours dans cette logique-là. le petit mot là. Le petit mot de la fin. Qu'est-ce que Le tu veux petit dire mot de la fin. Dis-moi. Divertir Ouais. sans instruire, Oui. c'est d'abrutir. Ce sera le mot de la fin. Very well. Voilà. Je suis dans l'antre du Casino de Paris. C'est ici que dans quelques minutes, l'artiste Saifon Baldé va prester. Voilà, là il y a personne parce que ça n'a pas encore commencé, mais dans quelques instants, ça sera bondé de monde. Regardez par vous-même le lieu, il est emblématique, il est incroyable. Tous les plus grands artistes sont passés par là. Et aujourd'hui, Saifon Baldé va prester ici. C'est incroyable et c'est guinéen. Very well. La Bimi, voilà, je suis avec un homme providentiel, un homme qui a une importance monstre dans cet événement, le manager principal Koto Bari. Ça dit quoi mon frère? Oui, salut, ça va? Ça va bien mon frère? Ça va très bien. J'imagine que c'est un jour spécial pour toi aujourd'hui. Oui, pas seulement pour moi, mais pour mon équipe tout entière avec l'artiste, parce que nous avons travaillé dur pour être là aujourd'hui et tout. Et comme vous voyez, la communauté a répondu présente. Nous sommes vraiment fiers, nous sommes vraiment très contents d'être là aujourd'hui. C'est une fierté nationale de voir un artiste guinéen venir dans une salle mythique comme le Casino de Paris et remplir au final la salle, j'imagine. Oui, nous allons le faire, Inch'Allah. Inch'Allah, et oui, par la force grâce de de Dieu, avec la force de tous les Guinéens présents, nous allons le faire. En tout cas, courage et merci pour ce que vous faites pour la Guinée. Et merci à Espace FM et merci à toute votre équipe pour tout ce que vous faites pour nous. C'est normal. Et un grand merci à tonton Lamine Guirassi qui, depuis le premier jour, croit en l'artiste et fait tout ce qu'il faut pour donner de la force, pas seulement à Saifon, mais à tous les artistes guinéens. Tous les artistes guinéens. Que Dieu le bénisse et le garde Amin, longtemps parmi amin, nous. amin, amin. Yeah. Merci, beaucoup, on est ensemble, mon frère. Merci. Force, yes. Yeah.
La famille, je suis avec peut-être la plus grande fan de Saifon Baldé. Tu confirmes? Number one. Donc il était important pour toi de venir aujourd'hui. Oh, je l'adore. C'est mon artiste préféré. En plus, mon mari, il est très jaloux de toi, Saifon. Il est jaloux. Très, très jaloux. Mais je lui ai dit attention parce que je peux te laisser à cause de Saifon. Ah bon? Tous les hommes mariés, faites attention. Ah oui, Saifon, je le kiffe. Ouais. J'aime son style, Ouais. j'aime comment il chante, Ouais. je l'adore. Ouais. Ah, rien à dire. C'est un artiste que tu valides totalement. Exactement. Ok. Sinon, demain, aujourd'hui, je devrais travailler à cause de lui. J'ai posé ma journée. Ah ouais. Et demain, c'est dimanche, je travaille. Ah ouais. Mais même si c'était demain, j'allais poser ma journée aussi. C'est dingue. On te kiffe. Fais-nous vibrer ce soir. Et voilà. Je suis avec Samba, un Diallo, un grand fan de l'artiste Saifon Baldé. Comment tu te sens? On sent que tu es motivé là pour ce concert. On est Bouillant, hein? ouais, C'est quoi ta musique préférée de Saifon? tout. Attends, toutes les musiques de Saifon t'aimes? Tout. En tout cas, on va faire la fête tout à l'heure. Aujourd'hui, on est là. On est là. On est là. On s'attend. Saïmon, Ouais. on t'attend ici. Il faut faire chaud. Ça va être chaud, ça va être Nous chaud. sommes là pour toi. Voilà. Toi, tu es là pour nous. Voilà, on est là pour vous, chers téléspectateurs d'Espace TV Europe. On va relayer ce concert comme il se doit. Very well. Je suis avec deux créateurs de contenu. Comment tu t'appelles, toi? Moi, c'est Jumal. Ok, et toi? Compagnie. Il était important pour vous que d'être là aujourd'hui pour soutenir l'artiste, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok, pourquoi? Et bien sûr, on est venu, on s'est déplacé de loin. Par exemple, moi, je viens de Bordeaux Ok. pour apporter du soutien Ouais. à mon frère Saifon. Donc, Ouais. c'est un événement majeur de jouer au Casino de Paris. Super, ouais. C'est une salle mythique. Mythique, quand même. hein, Donc, faut le dire. ça entre dans l'histoire. Mhm. Donc, on est très, très content de ce qu'il est en train de faire pour la culture et pour la Ouais. musique guinéenne. Pour la culture guinéenne, faut le rappeler, tu as bien raison. Et toi? Oui, en tant que Guinéenne, ouais. Ouais. Je suis très contente en plus. Tu es très contente et tu voulais soutenir en vrai cet artiste Ouais. qui, j'imagine, fait la fierté du pays. Bien sûr. Ouais. Tu veux rien rajouter? Alors la Big Mic, voilà, je suis avec Marion qui est venue soutenir l'artiste Saifon Baldé. Il était important pour toi, j'imagine, d'être là aujourd'hui? Très important, Parce que c'est un artiste que tu écoutes? bien sûr. C'est quoi ton son préféré de lui, par exemple? Mignani, Mignani? oui. C'est incroyable. Et comment tu l'as découvert, Saifon, du coup? Tout d'abord, grâce à mon futur mari, Monsieur Ba, Ok. que je salue, Big up à lui. et pour l'amour de la culture guinéenne, tout simplement. Super, super. J'imagine maintenant que tu es imprégné par la culture guinéenne, de la musique, de la culture, et c'est beau ce qui se passe aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en Merci prie. Marion. Au revoir. Alors lui, je suis fan. Déjà, j'adore le style. Tu représentes bien l'Afrique, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, en plus de ça, on vient voir un artiste qui représente lui aussi l'Afrique, du coup, Saifon Baldé. J'imagine que tu es fan de lui et qu'il était important pour toi d'être là aujourd'hui. Ouais. Franchement, c'est un événement qu'il ne faut pas rater. Ouais. Donc, moi, ça fait une semaine, j'étais au Sénégal. Et j'ai dit à Esther d'être présent. Ouais. Et je voulais les billets de. Tu as vu le 130 €, mais. Ouais. Tu as vu, c'était sold out. Sold out, ouais. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas pu réserver, mais je suis là. Tu es quand même là. Je suis là. Et c'est le plus important. Merci, c'est le plus important. Donc, non, ça va être une grande fête, j'imagine. Ah, franchement, ça va être une grande fête. C'est ça. C'est un événement qu'il ne faut surtout pas rater. En tout cas, nous, on a la chance parce qu'on ne va pas le rater parce qu'on on y sera là dans quelques minutes. Ouais. Mais les téléspectateurs d'Espace TV Europe vont pouvoir suivre ça à distance parce qu'on va vraiment leur montrer tout ce qui se passe ici. C'est incroyable. Ça fait 20 ans que ses amis d'enfance ne se sont pas vus. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était en Guinée-Conakry. Et là, ça fait 20 ans plus tard qu'ils se voient enfin où ça au concert de Saifon. C'est incroyable. Est-ce que vous avez vu ce que ça fait, la culture? La culture, c'est dingue. Ça rassemble. Donnez-vous la main. Ouais. Regarde, ce qui est incroyable, Ouais. moi je viens de Nantes. Ouais. Lui il vient de Nancy. Ouais. Lui c'est pas. Toi tu viens d'où là? Reims, de Reims, ouais. Toi tu viens de Niort. Ouais. Lui il est de Paris. Ouais. Lui il est de Lille. Ils viennent tous d'une ville différente, ils sont tous réunis pour Saifon Baldé. C'est incroyable la culture. C'est la culture qui gagne. Ouais, c'est la Guinée qui gagne. Ouais. Si ce n'était pas Saifon, Ouais. personne entre nous qui a pensé un jour on va se retrouver. Les gars, on fait du bruit pour Saifon ou pas? La Big Mif, je suis avec deux fans de Saifon Baldé, elles sont là. Comment tu t'appelles? Mariama.
Mariama, Fatoumata. Mariama et Fatoumata, elles sont là pour Saifon Baldé. Je sais que Maïdi, vous kiffez les sons de Saifon. C'est quoi ton son préféré de Saifon, toi? Moi, Taoulou. Taoulou, et toi? Et vous pouvez chanter un petit truc là? On aime écouter, mais chanter, c'est pas notre. On va laisser l'artiste chanter lui-même, ouais. c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Voilà, comme vous avez pu l'imaginer, c'est la joie de vivre. Tout le monde est heureux à l'idée de voir l'artiste prester dans quelques secondes. Very well, et puis c'est normal. Voilà, je suis avec une grande fan de Saifon Baldé. On est à quelques minutes du concert. Comment tu te sens? On te sent encore en joie? Alors, je suis super excitée et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un artiste que tu écoutes un peu? Très souvent, oui. Ouais. C'est un artiste guinéen, donc on essaye vraiment de soutenir la culture guinéenne. Ouais. Surtout, c'est une fierté guinéenne au final. Hein. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est une fierté pour nous Guinéennes qui sont à l'extérieur, donc franchement, pas demander de mieux. Merci pour ton intervention. Merci, alors au revoir. Je suis avec une pièce centrale de cet événement. Elle est incroyable, c'est ma maman. J'imagine qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Très spécial pour la Guinée. Et bien, on est là pour le concert de Saifon Baldé. Saifon Baldé qui fait vraiment la fierté de tout un continent. Donc on est là aujourd'hui non seulement en tant que partenaire, mais en tant qu'organisatrice aussi. Parce que voilà. Si ce concert a lieu, c'est beaucoup grâce à toi aussi. Non, c'est normal, c'est mon fils. Ouais, voilà. Merci maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé maman. Ouais, c'est pas grave. Pardon. La Big Wii, voilà, je suis avec l'un des artistes qui a presté en première partie de Saifon Baldé. Baldé Junior, comment ça va mon frère? Ça va et toi, man? Ouais, j'ai vu ta prestation, c'était incroyable. On aurait dit que tu as fait ça toute ta vie. Ah, merci. C'est mes premières. Et okay. Franchement, c'était cool. Le public, j'ai un bon retour avec le public. Ouais. Donc ça va, c'est cool. J'espère que vous avez aimé aussi. Ah non, c'était incroyable. Et puis, t'as pas fait n'importe quelle scène, hein. C'est le Casino de Paris quand même. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. C'est la première fois en plus au Casino. Ouais. Et franchement, ça donne envie. Ça donne envie d'y arriver en fait. En tout cas, on te souhaite d'avoir une carrière comme celle de Saifon Baldé et d'un jour pouvoir remplir ton Casino de Paris. J'espère. On te l'espère. Merci mon frère. Yes. Ouais. Qui n'a plus rien à prouver sur scène. Il a connu des grandes salles, il a connu des stades, il a connu des pays et des villes. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici pour vous ça.
Bravo à Moulagui et Mad pour ce beau reportage. On avait l'impression d'y être avec eux, avec cette ferveur et ces fans donc qui ont réussi à remplir le casino de Paris, une belle salle parisienne donc avec la Guinée, l'Afrique à l'honneur, avec l'excellent Stéphane Baldé donc. Et on rappelle que c'était samedi 7 juin dernier, retour en images au sein de ce concert exceptionnel de Stéphane Baldé. Bravo à lui et à toutes ses équipes. Bravo également à l'équipe de B+, qui a organisé l'événement. Voilà, on a passé un super moment encore aujourd'hui avec l'intelligence, la créativité, avec le talent, les talents d'Afrique, d'autres belles histoires à raconter avec de nombreux invités qui vont venir demain nous parler de leurs actualités, nous raconter leurs belles histoires. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas de parler de nous autour de vous. Les matins d'Aïssa vous donne rendez-vous du lundi au vendredi sur Espace TV Europe. Donc, vous nous écoutez via le bouquet, vous nous regardez via le bouquet africain. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre l'aventure d'Espace TV Europe. Et n'oubliez pas de retrouver Mad également le soir, donc dès 19h jusqu'à 21h, si mes souvenirs sont bons. Donc, le Mad Show à ne pas louper. Bravo encore à Mad et à Moulagui pour ce beau reportage au cœur de ce concert événement de l'artiste Stéphane Baldé. On va se quitter avec les coulisses des hits. C'est ce week-end déjà, prochaine édition. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Ça y est, nous y sommes, votre rendez-vous culturel, votre rendez-vous